crois qu'il faut souligner que ça s'est passé chez lui parce que ça ne s'est pas passé dans un studio. Et pour vous expliquer sa première phrase, je dois vous dire que pour l'intéresser, eh bien, une fois de plus, je lui ai parlé de mon père qui, en 1916, soldat dans l'armée hongroise, avait assisté au couronnement du successeur de François-Joseph, après la mort de ce dernier, qui était donc empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Il y avait eu donc une cérémonie à Vienne et puis une autre à Budapest. Et comme l'Autriche-Hongrie, alors alliée de l'Allemagne, sentait déjà le vent de la défaite, on trouva particulièrement émouvante l'apparition du petit prince, fils du roi Charles III qu'on couronnait. Eh bien, ce petit prince, c'était Otto de Habsbourg, en uniforme de hussard. Il avait 5 ou 6 ans. Je racontais à Sioran, au début de cette conversation, que lorsque cet enfant parut, tous les Hongrois se mirent à pleurer. C'est le truc, c'est en pleurant que se divertit le Hongrois. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Mes parents savaient à la perfection le Hongrois. Mais à la perfection. Ils savaient à la perfection. Oui, ils étaient dans Transylvanie. C'est près de Sibiu actuellement. Ça veut dire quelque chose. C'est Noaxaben. Oui, voilà. Alors, oui, mon père était prêtre et il avait fait toutes ses études en hongrois. C'était dans l'Empire austro-hongrois. C'est avant la guerre de 14. Mais mes 2 parents savaient à la perfection le hongrois. Et vous, non, parce que vous parlez de... Non, parce que je suis venu comment dirais-je, dans l'école. J'avais 4 ans, vous comprenez, au moment où la Roumanie, en fait, toutes ces histoires, n'est-ce pas, etc. Mais je connaissais bien ces problèmes, par mon père, n'est-ce pas, surtout. Je connaissais à la perfection. Mon père était, au début, il était prêtre dans un village, près de Noaxaben. Mais après, il est devenu prêtre de Noaxaben, de la ville. Ouais, moi, j'étais frappé que mon père me racontait des choses. Enfin, ce qu'était la Transylvanie, cette manière de vivre de ces 2 communautés, était quelque chose d'assez extravagant. Il me disait que lui, dans son village, le jeu favori des jeunes garçons, s'il y avait un voisin roumain qui passait, c'était de le déshabiller, n'est-ce pas, et de le laisser en caleçon. Enfin, c'est une curieuse cohabitation, quand même. Oui. Et alors, quand on pense que c'est de cet endroit-là, que c'est là que sont nés les récents événements de Roumanie, n'est-ce pas? Oui, c'est quand même, c'est quand même étrange. Oui. Oui, c'est... Bon, la Roumanie, c'est un mélange terrible, n'est-ce pas? Il est très difficile de trouver une formule pour normaliser. Je connais assez bien ce problème en Transylvanie, puisque j'en viens, n'est-ce pas? C'est presque insoluble. C'est presque insoluble, c'est 2 communautés qui se détestent, et c'est trop bête, c'est idiot, n'est-ce pas? Il aurait fallu trouver une formule, vous comprenez? Il faut dire que les Hongrois méprisaient profondément les Roumains. Ça mépris absolu. Et ça a aggravé les problèmes. Et c'est à cause de ce mépris, probablement, que sous Ceausescu, par exemple, on était si dur pour les Hongrois en Transylvanie. Enfin, c'est sans fin. Mais Ceausescu était un type méprisable. De toute façon, c'est pas à lui. C'est pas. Les Roumains vont le mépriser, etc. Mais il y a ce passé, n'est-ce pas? Considère les Roumains comme un peuple de 3e ordre. Mais en même temps, les Roumains appréciaient les Hongrois. Il faut pas croire. Non, parce qu'ils sont plus honnêtes que nous, n'est-ce pas, des trucs comme ça. C'est très compliqué. Par mes parents, vous comprenez ça. Vous-même, n'est-ce pas, vous écrivez haïr, c'était haïr le Hongrois, et en même temps, vous témoignez d'une admiration. Oui, non, mais c'est certain. C'est certain, n'est-ce pas? C'est un problème extraordinairement complexe. C'est pas les Américains qui peuvent le résoudre. Il faut quelqu'un qui connaisse, n'est-ce pas, vraiment, et trouver une formule. Les Roumains sont très malheureux au fond. Il faudrait un homme politique extraordinaire, n'est-ce pas, qui puisse trouver une sorte de formule comme ça. Il faut absolument sortir de cette impasse. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui ont pris le pouvoir après Ceausescu considèrent ce problème comme un des premiers à résoudre, comme une chose importante à résoudre? Je crois qu'ils voulaient résoudre, mais ces types sont impopulaires, mais pas à cause de ça. C'est que
ça va pas, c'est la façon dont ils sont emparés de pouvoir. Il y a quelque chose qui va pas. Oui. Ça c'est sûr. Mais eux, ils sont pas anti-hongrois. Ils sont au pouvoir. Ils sont pas anti-hongrois. Oui. Non, pas du tout. Mais ils sont impopulaires pour d'autres raisons, parce que ce qu'ils ont fait, c'est absolument incroyable, n'est-ce pas? Ils sont emparés, n'est-ce pas, du pouvoir. Vous ne pensez pas qu'ils ont la capacité, de toute façon, de résoudre un problème pareil? Non. Ils sont détestés maintenant en Roumanie. Donc il faut des types qui soient des types raisonnables, n'est-ce pas, qui soient appréciés, n'est-ce pas? Il faut deux ou trois hommes politiques remarquables que les Roumains accepteraient, n'est-ce pas? Il faudrait que ça soit un chef populaire qui explique qu'il faut changer complètement de politique, etc., etc. Et ça peut se trouver, n'est-ce pas? Est-ce que dans ces cas-là, quand il y a de tels bouleversements dans un pays, on voit quelquefois ce phénomène un peu partout de retour des émigrés, n'est-ce pas? Oui. Comme si eux pouvaient quelque chose que les autres ne peuvent pas, mais en réalité, est-ce qu'ils ont justement les capacités nécessaires ayant émigré pour résoudre des problèmes dans leur pays? J'ai quitté la Roumanie, ça fait 50 ans que j'ai quitté la Roumanie, je ne suis pas retourné. Et même actuellement, je ne vais pas y aller. Tout le monde sent qu'il y a un malaise profond et qu'il y a des solutions à trouver. On ne voit pas qui peut le faire. Mais les gens vraiment raisonnables, comme ça, disent ça ne peut pas aller comme ça. Tout dépend. S'il y a un homme politique, ça peut être possible. Parce que actuellement, c'est un malaise profond. C'est même un désespoir. C'est des gens. Et il faut qu'il surgisse quelqu'un. Moi, j'ai dit à tous les Roumains que j'ai vus, il faut résoudre ce problème. Il faut une entente avec les Hongrois, n'est-ce pas? C'est pas possible autrement. C'est une des choses les plus importantes actuellement comme problème de la Roumanie. Absolument. C'est pas avec des phrases comme ça, nationalistes, comme ça, c'est grotesque. Non, il faut regarder les choses en face, etc. C'est évident. Pourquoi imposer la langue roumaine aux Hongrois? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il n'en tire aucun bénéfice. Il faut une sorte de quasi-indépendance, vous savez. Vous voulez dire une espèce de quasi-indépendance pour la Transylvanie, pour la partie où il y a ce mélange, comment faire? Non, mais vous comprenez, c'est le modèle suisse, n'est-ce pas, des trucs comme ça. Voilà. C'est des trucs oui, mais alors ça c'est le rêve en ce moment pour l'Europe, puisque partout les choses se détraquent. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie, n'est-ce pas? Oui, ça c'était grave. Alors c'était une sorte de fédération, c'est une sorte de fédération. Mais oui, il faut un très grand homme politique et qu'on ne puisse pas accuser de trahison, des trucs comme ça. Il faut quelqu'un de capable, et un type qui soit de Transylvanie, pas de Bucarest. Autrement, c'est le malaise très très grave qui va s'approfondir, qui est très dangereux. Ce terme d'Europe centrale qui a disparu presque du vocabulaire, ce qui est un malheur, n'est-ce pas? Qu'on a repoussé à l'Est tout le monde, n'est-ce pas? J'entendais toujours dire, les Hongrois, Europe de l'Est, je disais, mais non, c'est au centre, c'est pas... Mais cette Europe centrale, cette variété est une chose tout de même belle et intéressante, puisque elle correspond à 1000 personnalités, à des littératures, à des cultures, et en même temps, c'est la source, aujourd'hui, de tous les conflits les plus vulgaires, si on peut dire, n'est-ce pas, d'histoire de voisinage. Oui, on revient à des problèmes anciens, n'est-ce pas, qu'on croyait dépasser, n'est-ce pas? Oui. Mais on a l'impression que rien n'a été résolu. Oui, c'est ça. C'est une sorte de néant, n'est-ce pas, comme ça, c'est très très grave, n'est-ce pas? Et les gens sont tellement malheureux, vous savez, je ne vois pas tellement de Roumains, mais j'en vois comme ça. Tous veulent plus ou moins s'en aller, ils ne savent pas, ils sont perdus, comme ça, c'est très impressionnant. Une des choses les plus terribles, vous ne croyez pas,
des Roumains, pour beaucoup de peuples d'Europe centrale, c'est de s'apercevoir que la liberté ne suffit pas. Enfin, je veux dire que d'être tout d'un coup, de ne plus être des satellites de l'Union soviétique, ça ne suffit pas. En apparence, tout a changé et rien. Après le premier enthousiasme, c'est la déception et l'impossibilité de trouver des formules. Et on se demande quelle éducation leur donner, comment faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une entente possible. Tout est là, n'est-ce pas? Il faut trouver la formule. Quelle est la formule? Et faire comprendre à ces peuples qu'il faut dépasser le nationalisme d'avant. C'est ça qui est important. Tant qu'on reste chacun comme si l'histoire n'avait pas changé, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut qu'ils comprennent qu'il faut dépasser le nationalisme. C'est absolument indispensable. Si l'Europe doit se faire, c'est la condition primordiale. Parce qu'au fond, si, entre par exemple les Roumains et les Hongrois, il y avait un contact direct, c'est déjà un problème essentiel résolu. C'est au lieu de revenir aux vieilles formes de nationalisme qui est intolérable, c'est une époque comme celle-ci. Évidemment, la France ne connaît pas ces problèmes. L'Allemagne, on ne sait pas quel rôle elle va jouer. L'Allemagne était beaucoup plus capable de comprendre ces problèmes. Mais c'est l'Allemagne d'avant, c'est pas comme ça. On ne sait pas si les Allemands veulent jouer un rôle important en Europe. Ou si c'est seulement une histoire économique ou des choses comme ça. Si l'Allemagne, par tradition, connaissait ces problèmes. Oui. Je vous donne un exemple. En Transylvanie, il y avait une minorité allemande qui était importante. Oui. C'était très bien pour la Roumanie. Parce que c'était eux, ils continuaient le système d'avant, c'est pas comme ça, et ils étaient très bien avec les Hongrois. C'était déjà très important. Et ces Allemands ont quitté la Transylvanie. Pratiquement, ils ont foutu le camp. Quand j'ai vu que ce départ, c'est un abandon, ça c'est très grave. Parce que ces types auraient pu jouer un rôle important. Étant objectif, eux, ils avaient de très bonnes relations avec les Hongrois. Ils auraient pu vraiment... Ils auraient pu être le troisième larron favorable. C'est ça. C'est servir d'intermédiaire. Oui, c'est ça. Alors, je connais très bien ce problème parce que, comme je suis de Hermannstadt, n'est-ce pas, je connais très bien ce problème. Et quand j'ai vu qu'ils quittent la Roumanie, ils disent c'est une catastrophe. Et c'est à contre-cœur parce qu'ils étaient assez heureux, ils avaient ces merveilleux villages, ensuite les villes et tout ça. Et eux, ils auraient pu jouer ce rôle. Et ça c'est une perte. Tout de suite, quand j'ai vu qu'ils quittaient la Roumanie, ça aura des conséquences funestes. Parce que eux, ils étaient de l'ancien empire, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ils n'avaient pas du tout la perspective des Roumains, etc. Les Roumains le reconnaissent tout de même une sorte d'objectivité, comme ça, ils auraient pu arranger tout ça. Et à condition qu'ils jouent un rôle très important, pas comme minorité, n'est-ce pas? Et ça, c'est Ceausescu qui a été le type funeste, n'est-ce pas? Il a détruit la Roumanie, au fond, c'est ce type, moralement et de tous les points de vue, n'est-ce pas? Et c'est à cause de lui que les Allemands sont partis. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est malheur, comme ça. Moi, étant de Hermannstadt, je connais très bien ce problème. J'étais d'ailleurs le seul type qui allait dans la bibliothèque de Hermannstadt, le seul Roumain qui allait là-bas pour des livres, etc. Et je me suis créé La bibliothèque allemande. Oui. Oui, c'est ça. Oui.
Moi, j'y allais tout le temps, n'est-ce pas? C'était vraiment, c'était ma bibliothèque, n'est-ce pas? Et là, vous avez étudié les philosophes allemands, n'est-ce pas? Oui, ça je le début. Oui. Et je connais donc aussi le point de vue des Allemands. Eux, ils ont quitté, n'est-ce pas? C'est absolument insensé. Je crois qu'il en reste 20 000 en tout. Vous dites, vous êtes peut-être sévère avec à l'Occident de l'Europe, n'est-ce pas? Vous dites qu'on ne connaît rien à ces problèmes. C'est probable d'ailleurs. Il est probable que vous avez raison, mais on a quand même le sentiment, à l'Ouest, de retrouver une Europe qui était perdue, n'est-ce pas? Il y a eu ce sentiment, enfin, à partir de la chute du mur de Berlin, et puis, on s'est dit, voilà, on va retrouver, toute l'Europe va revenir comme ça, dans une espèce de giron et sentimental et culturel et tout ça. Mais maintenant, on se trouve en face d'une Europe qui est dans un état quand même pas très brillant. Pas bien du tout. Non, c'est même très grave, n'est-ce pas? Ça a pu une mauvaise tournure. Donc ça ne risque pas d'empêcher l'Europe riche de donner le coup de main nécessaire à l'Europe plus pauvre pour simplifier un peu les choses. Oui. Ils ne connaissent pas, par exemple, l'Occident, proprement dit, ne connaît pas ce problème. C'est théorique comme ça, mais regardez Mitterrand. Il ne suffit pas d'avoir des idées généreuses. Mais en tout cas, il peut éventuellement servir un peu d'intermédiaire. C'est comme tous les Français, ils ne connaissent pas du tout ce monde-là. Ils ne savent pas ce que c'était l'Empire austro-hongrois. Si quelqu'un ignore ça, il ne comprend rien. C'est un monde, c'est une civilisation. En Roumanie aussi, le problème était très délicat parce qu'il y avait les Transylvains, les Roumains de Transylvanie qui connaissaient très bien ces problèmes. Mais les autres, non. Les autres de Bucarest, etc., ne connaissaient que Paris.